Bonjour et bienvenue à cette vidéoconférence sur le BABA de l'habitat groupé. Habitat et participation a été créé voici plus de 35 ans au sein de la faculté d'architecture de l'UC Louvain. Dès le départ, l'intérêt pour l'habitat groupé était très vif et une première publication sur ce mode d'habitat a été éditée en 1982. Après une première vague d'habitat groupé sur un mode un peu 68 art, on a pu constater que le modèle est revenu en force au début des années 2000. À notre échelle, nous avons eu l'impression que les raisons de ce nouvel intérêt étaient diverses. Raisons économiques, écologiques, sociales, culturelles, ce qui a débouché sur des projets d'habitat groupé très diversifiés en région wallonne et en région bruxelloise. Mais cet engouement n'est pas propre à la Belgique. Un peu partout dans le monde, des habitants ont décidé de réaliser leurs habitats collaboratifs. Que ce soit le modèle exceptionnel des coopératives, par exemple en Uruguay, les fiducies foncières au Québec ou les community land trusts aux États-Unis. Même s'il y a des communs dénominateurs, chaque projet est unique parce qu'il est porté par un groupe ou une communauté de personnes et de familles qui inventent le modèle qui leur convient. Si aujourd'hui, plus que jamais, Habitat et Participation soutient ce modèle d'habitat groupé, collectif, collaboratif, utilisez le mot que vous souhaitez, c'est aussi et surtout parce que c'est un modèle inspirant. Dans une société surfant bien souvent entre crise et morosité, l'habitat groupé est alors aussi vécu comme une manière de reprendre du pouvoir sur sa vie, sur ses choix de vivre ensemble, sur ses capacités à mener des projets porteurs de sens et d'utopie. Notre équipe est à votre disposition pour développer ce type d'habitat et organise très régulièrement des activités telles que des salons de l'habitat groupé, des conférences, des vélotours, des week-ends méthodos ou encore des journées portes ouvertes au niveau européen et bien d'autres activités auxquelles vous pouvez prendre part gratuitement ou à peu près. Et maintenant, je cède bien volontiers la parole à mes collègues des pôles ressources habitat groupé wallon et bruxellois, Charlotte Petitjean et Thierry Debille, ainsi qu'Aline Célis et Maxime Fabry, qui animeront le temps de vos questions-réponses. Merci à eux et bonne vidéoconférence. Très bien, voilà, moi je suis Thierry, donc je suis chargé de mission pour le montage de projets d'habitat groupé, plus spécifiquement pour la Wallonie. Bonjour à toutes et à tous, moi je suis Charlotte, donc je travaille aussi pour le montage de projets en habitat groupé pour la région bruxelloise. Donc on va démarrer cette vidéoconférence, donc on va environ prendre une trentaine de minutes pour vous donner un aperçu de différents éléments essentiels au montage de projets en habitat groupé et on gardera un temps de questions-réponses ensuite. Donc voici le menu de ce midi. On va passer à travers différents points vraiment prégnants en habitat groupé. Donc, on va voir donc, quels sont les publics cibles intéressés par l'habitat groupé. On va voir surtout que l'habitat groupé fait référence à une terminologie qui est assez complexe et variée. On va parler d'une dimension essentielle qui est donc la dimension de participation dans l'habitat. On va revoir ensuite donc les portes d'entrée pour la création de son projet d'habitat groupé et les grandes étapes de projet. Revenir sur les missions qu'offrent les pôles ressources bruxellois et wallons. Et ensuite, en fait, on va terminer par des définitions claires d'habitat groupé et habitat groupé solidaire qui vont plus résonner à vos oreilles après toute la présentation que nous allons faire avec Thierry. Donc, démarrons. Donc, comme Pascal l'a très bien introduit dans ce webinaire, on va voir qu'il n'y a pas un projet type d'habitat groupé, mais une réelle diversité de projets qui dépendent vraiment de quel est le groupe qui est à l'initiative du projet et qui habite le projet. Donc, il va y avoir différents enjeux qui vont être adressés par le groupe, par le projet. Et il va y avoir différentes réponses aux besoins collectifs qui vont être émises. Alors, on a dit qu'on allait revenir sur la définition vraiment en toute fin de présentation, mais quand même pour bien s'entendre sur ce qu'on entend par habitat groupé, laissez-moi juste vous dire deux mots là-dessus. Donc, l'habitat groupé comprend d'une part toujours des espaces privatifs et d'autre part des espaces collectifs. Il y a vraiment la distinction entre les deux. Et deux dimensions essentielles, vous allez le voir au cours de la présentation, sont la dimension de participation au sein de l'habitat et la dimension volontariste des résidents qui prennent place au sein de cet habitat. Je laisse la parole à Thierry.
Voilà, donc effectivement, les types de résidences, ça a déjà été dit par mes collègues, mais c'est important de vous rendre compte qu'on a peut-être une image un petit peu tronquée des habitants d'habitats groupés comme de joyeux écolos qui veulent refaire le monde. Il y en a bien sûr parmi eux qui correspondent à cette typologie, mais en fait, il y a des tas de catégories différentes. Il y a, et avant tout, historiquement, c'était ça, les premiers, dans les années 80, même avant, c'était des gens qui souhaitaient recréer du lien social régulier avec leurs voisins directs, parce qu'ils avaient des enfants et qu'ils pensaient que les enfants, avec les enfants du voisin, s'entendraient bien. J'ai parlé des années 80, on était encore dans un peu un mouvement post-68, et donc il y avait quand même aussi pas mal de gens qui voulaient retourner à ce mouvement de la vie communautaire. Alors j'expliquerai tout à l'heure la nuance entre habitat communautaire et habitat groupé, parce que ce n'est pas exactement la même chose, mais donc il y avait aussi fort une forme d'idéalisme de la part de certains. Et alors, dans les tendances plus récentes, et ça, on y reviendra dessus, il y a notamment une catégorie croissante de jeunes qui souhaitent organiser des formes de colocation. Peut-être que ça va vous étonner, mais la colocation, c'est une forme d'habitat groupé aussi. Euh, alors, les tendances plus récentes, ben, c'est des projets de type culturel euh, qui se développent dans des espaces collectifs, par exemple la grange d'une ferme, qui est peut-être ouverte au public, etc. Donc des projets culturels qui commencent à voir le jour. Mais les trois tendances principales qu'on observe ces dernières années, c'est d'une part les personnes âgées. Il y a une énorme augmentation de demandes de personnes âgées qui est la crise actuelle du Covid-19, évidemment, le démontre encore une fois, que la maison de repos et même la maison de repos et de soins n'est peut-être pas, en tout cas pour certaines catégories de personnes, la solution idéale comme alternative et donc les gens cherchent une alternative pour passer leur vieux jour, voire terminer leur vie. Enfin, et ça on y reviendra de façon plus précise, il y a une tendance de plus en plus prégnante à développer des habitats groupés solidaires qui sont spécifiquement destinés à des personnes en situation de précarité sociale. C'est en général des habitats menés par des associations X et Y. Et donc, la réponse de cette forme d'habitat, c'est véritablement de pouvoir permettre à ces personnes de retrouver une sociabilité suite de parcours de santé ou d'isolement qu'ils ont connus, que ce soit un problème de handicap, des ex-sans-abri ou autre. Et enfin, bon, ça ne vous étonnera pas, il y a évidemment les jeunes familles qui cherchent une dimension plus durable, donc tout le monde de la transition écologique cherche évidemment une alternative qui se traduit beaucoup par exemple, des coopératives d'habitat ou des activités de type professionnel peuvent apparaître. Et donc, il faut se rendre compte qu'il y a deux éléments de gradients importants. D'une part, un habitat groupé peut être très petit, comme il peut être très grand. Il n'y a pas une taille idéale. Je l'ai dit tout à l'heure, une colocation, c'est finalement une forme d'habitat groupé de type un peu très limité dans l'espace, mais qui peut quand même développer toute une série de projets. Hein, on parle des habitats kangourous, on expliquera peut-être tout à l'heure. On voit maintenant fleurir des projets aussi d'éco-villages ou d'éco-quartiers au sein duquel il y a des habitats groupés. Donc, vous vous rendez bien compte qu'il y a évidemment une diversité géographique et de taille, mais il y a surtout un gradient du collectif qui peut varier très fort d'un projet à l'autre. Je vais prendre deux exemples extrêmes. Il n'est pas rare de voir quelques familles qui font de l'autopromotion immobilière, c'est-à-dire qu'ils décident pour court-circuiter le mode traditionnel de passer par un promoteur immobilier, un géomètre, etc., d'acheter ensemble 3-4 parcelles de terrain
et de se regrouper. Mais finalement, la vie collective se limite à ça. C'est juste un achat collectif de terrain. Puis évidemment, on se connaît entre voisins, mais il n'y a pas nécessairement de vie collective organisée. Quand on est dans un modèle à l'autre extrême de jeunes qui rachètent une ferme, une exploitation agricole, qui non seulement y vivent, mais qui, pour certains d'entre eux, travaillent la terre, les bénéfices de ce travail de la terre retournent à une coopérative créée au sein de l'habitat groupé, et chacun tire bénéfice de ça, et les bénéfices de la coopérative sont réinvestis pour la réaffectation, la rénovation des bâtiments. Vous vous rendez bien compte que dans ce cas-là, on est dans un projet évidemment éminemment plus collectif. Et donc, voilà, vous avez devant vous un certain nombre de mots. Pour certains parmi vous, ils seront familiers, d'autres vont peut-être en découvrir. Peu ou prou, tous ces termes désignent d'une manière ou d'une autre des formes d'habitat groupé, du plus grand au plus petit, du plus collectif au moins collectif. Je prendrai un exemple. Co-housing ou co-living sont des termes beaucoup utilisés dans les villes maintenant, même les villes francophones. En fait, le co-living, c'est une forme de colocation. C'est vraiment du partage où les gens n'ont à la limite qu'une chambre et puis l'essentiel étant collectif. Le co-housing, ce sont des appartements les uns à côté des autres avec en plus, cerise sur le gâteau, des espaces collectifs. On est donc dans une typologie très différente. De même, entre un habitat kangourou ou intergénérationnel qui en général se limite à un seul immeuble et un éco-village qui peut aller jusqu'à 40 ou 60 maisons, on se rend bien compte qu'il y a des nuances. Je n'ai pas indiqué ici, mais c'est aussi une tendance actuelle, l'habitat léger, l'habitat léger, groupé. L'habitat léger, c'est donc le mode d'habitat en plein développement, yourte, tipi, roulotte, tiny house, etc., dont certains projets se groupent régulièrement. Donc, oui, voilà. Au niveau de l'habitat groupé, donc vu qu'il y a toujours plusieurs habitants ensemble, la dimension de participation au sein de ce groupe est évidemment une clé de voûte. Donc, la dimension de démocratie participative a lieu au niveau de la prise de décision et au niveau du mode de gestion. Au niveau de la prise de décision, vu qu'un habitat groupé est constitué de différentes unités ou ménages qui peuvent chacune comporter une ou plusieurs personnes, la question de la représentativité en termes de voix. Est-ce qu'on décide de donner une voix de décision par unité de logement, une voix par personne ou un système hybride? Donc tout cela est à clarifier au sein même du groupe. C'est le groupe qui décide de son mode de prise de décision. Et donc cette discussion repose souvent donc, sur les principes de la sociocratie, donc le fait que la gouvernance est partagée dans le groupe et qu'elle est distribuée au sein de l'ensemble du groupe, et des outils comme la communication non violente et d'autres outils d'intelligence collective sont aussi essentiels pour aboutir à toutes ces réflexions. Au niveau du mode de gestion, je citerai simplement aussi la mise en place d'un fonds collectif d'investissement pour réaliser des dépenses importantes et ponctuelles, mais d'assez grande ampleur au sein de l'habitat groupé, concernant surtout donc, les espaces collectifs. Donc, le but de tout ça est toujours bien de soutenir l'esprit coopératif et collaboratif au sein du groupe. Et deux outils typiquement mis en place, pas obligatoirement, mais souvent mis en place, sont d'une part la charte des valeurs, donc les valeurs communes partagées dans le groupe, les principes de fonctionnement du groupe et son esprit. Et d'autre part, le ROI, donc le règlement d'ordre intérieur, là qui va plus préciser les modalités d'utilisation, par exemple, des espaces collectifs avec des horaires, avec certains points d'attention pour le bien-être du groupe. Donc, ces deux outils, vous pouvez retrouver des exemples sur notre site web, donc le site habitat-groupe.be. Dans la catégorie outils, vous avez les grandes étapes de montage du projet
Et dans ce chapitre, vous pouvez retrouver donc des chartes d'habitat groupé qui ont été réalisées par d'autres groupes. Donc, vous pouvez vous en inspirer pour construire la vôtre et voir donc ce qui est repris dans ces chartes. Et alors, on se pose souvent la question, comment démarrer un projet d'habitat groupé? Il y a plusieurs portes d'entrée, chacune a ses avantages et ses inconvénients. On peut, par exemple, débuter en se retrouvant entre amis qui désirent habiter ensemble, qui se retrouvent autour d'un projet commun et qui fédèrent éventuellement aussi d'autres personnes qui se rejoignent à ce projet. Donc, l'idée de projet se construit et on part à la recherche d'un lieu qui correspond au projet souhaité. On peut aussi démarrer grâce à une opportunité de lieu qui surgit et qui va fédérer un groupe et qui va permettre donc de développer un projet d'ampleur qui correspond au lieu qui a été trouvé. Ou alors, on peut démarrer simplement par un projet qui répond à certains enjeux de société, par exemple d'intégration de certaines personnes. Je citerai juste un exemple, par exemple, des personnes souffrant de handicap. Et donc, pour répondre à ce projet, on cherche un lieu et on constitue un groupe qui va vivre ensemble. Un élément toujours très fédérateur et qui doit être au centre du projet d'habitat groupé est la vision commune et partagée par les différents membres du groupe. Et c'est cette vision qui va permettre de centraliser les énergies et de voir tout doucement le rêve aboutir et devenir une réalité. Et dans la vision du projet, les liens de solidarité sont toujours aussi à questionner, à bien préciser. Et cette solidarité peut prendre différentes formes selon le temps d'investissement des personnes, selon leur disponibilité, selon le projet finalement qui est au centre de l'habitat. Voilà, je vais enchaîner un petit peu. Donc, cette question de la solidarité, vous l'avez compris, Charlotte vient d'en parler, elle est absolument essentielle. Après, il y a des habitats groupés spécifiquement solidaires, dont, je dirais, l'ADN est la solidarité, mais ça, j'expliquerai tout à l'heure. Je vais juste vous montrer quelques exemples, tant à Bruxelles qu'en Wallonie. On a bien sûr sur notre site des fiches descriptives, etc. Voilà, je vais vous passer en revue quelques exemples. Ici, l'échappée à Laken-Molenbeek, ça, c'est vraiment, c'est quelques personnes au départ qui se connaissaient, mais qui avaient une idée très fédératrice d'un projet collectif basé sur la durabilité, mais aussi sur l'échange de valeurs, etc., qui a été l'élément fédérateur. Ici, ça va peut-être vous étonner, mais ce que vous avez devant vous, c'est un habitat groupé, une ancienne abbaye située à 2 pas de Mons, en Wallonie, habitat groupé qui existe depuis plus d'une trentaine d'années. Donc, c'est 18 familles qui ont décidé d'acheter ce bâtiment qui, à l'époque, tombait en ruine, comme le bâtiment, vous voyez qu'ils n'ont pas encore pu tout rénover. C'est évidemment un chantier colossal, parce que là, vous ne voyez qu'une partie du projet. C'est 18 familles qui ont décidé de créer une coopérative immobilière pour acheter le bâtiment et y vivre ensemble. Ils ont bien sûr chacun leur espace privatif, mais il y a, vous en doutez bien, de grands espaces collectifs et vergers, jardins, bois, annexes diverses. J'ai envie de donner un mot en particulier sur ce projet-ci, qui est le projet L'Espoir, qui porte bien son nom, situé en plein quartier déshérité de Molenbeek, dans le bas Molenbeek, dirons-nous. Pourtant, vous voyez, c'est un projet à l'architecture relativement osé, tout en bois et en plus passif, donc passif au niveau énergétique. Et ce projet est issu de familles défavorisées, en plus d'origine maghrébine, donc qui cumulaient un certain nombre de difficultés. Ce qui est vraiment original dans ce projet, c'est tout le processus participatif, l'information au quartier, le fait d'associer les comités de quartier Bonne Vie, qui porte bien son nom, local, et qui a permis donc, et aussi le fait que les pouvoirs publics, il y a vraiment un montage partenarial avec le Fonds du logement bruxellois qui a été à la manœuvre. Bon, quelques mots sur un projet qui est ici un projet porté par une ASBL de réinsertion sociale à vocation caritative.
qui a voulu faire, sur les bases du logement social, une espèce de petit béguinage dans un ensemble d'habitats anciennement ouvriers, en plein Etterbeek. Et donc, dans un ensemble de 32 maisons, il y en a 8 qui forment un mini béguinage en habitat groupé solidaire, parmi lesquels ils appliquent le système du logement social. Et je terminerai par ces deux exemples qui sont dans la région où nous sommes, à Louvain-la-Neuve. Celui à gauche, c'est une ferme, la ferme de Louvrange, située à Wavre. C'est au départ 5 familles qui ont racheté fin des années 70 une ferme en carré, hein, comme on en voit beaucoup dans le Brabant wallon. Et puis, donc, c'était 5 familles. Et puis, vous voyez tous des Velux en toiture. Tous ces Velux, ce sont des petits studios qui ont été aménagés parce que le projet de ces 5 familles au départ était bien, dès le départ, de se centrer sur l'accueil de personnes en difficulté, personnes qu'on appelle en accident de vie. On y viendra peut-être tout à l'heure dans le débat, qu'est-ce que ça signifie, etc. C'est des gens qui restent 6 mois, 1 an, etc. À droite, c'est à Epsilon, c'est en plein Louvain-la-Neuve, dans le quartier des Bruyères. La photo que vous voyez, c'est la maison commune, c'est la maison partagée pour les habitants. Ils font leur fête, bien sûr, mais cette maison est ouverte sur le quartier et peut être louée ou prêtée aux habitants du quartier. Et donc, je vais dire quelques mots sur la structure juridique. Vous vous rendez bien compte que la diversité des projets qu'on vous a présentés ne peut fonctionner que s'ils utilisent dès le départ une structure juridique qui sera très différente d'un projet à l'autre. Il est évident que quand on est dans un projet de type familial, où les gens qui rentrent surtout pour avoir des liens, je dirais, d'amitié avec leurs voisins, mais où, en toute bonne logique, je dirais, l'enjeu principal, c'est quand même qu'après eux, ce soit leurs enfants qui héritent d'un bien, ils vont choisir la copropriété. 80% des habitats groupés, historiquement, sont en bête copropriété. Quand je dis bête, ça n'a rien de péjoratif. C'est très simple comme modèle. C'est proche d'un système d'immeubles à appartements. Par contre, quand on veut donner une dimension de type économique, avec une activité qui peut avoir un caractère commercial, mais pas uniquement, ça peut être de l'artisanat qui est produit au sein de l'habitat groupé, il peut être intéressant de créer une coopérative. Parce qu'alors, à ce moment-là, ces apports d'activité permettent de nourrir, je dirais, l'habitat groupé, tant financièrement que par toute une série d'autres éléments. Et enfin, quand il y a un aspect caritatif ou social marqué, ce sera sans doute plus intéressant de choisir soit l'ASBL. Pourquoi? Parce qu'une ASBL peut être agréée, subsidiée, ou plus précisément, alors la fondation qui est un mode assez complexe, mais qui permet surtout de pérenniser un projet de type social sur le long terme. Et donc, on se retrouve avec des projets qui parfois cumulent plusieurs statuts. On peut avoir des gens qui sont à la fois, qui font à la fois la copropriété et qui créent une ASBL parce qu'au sein de la copropriété, ils ont, par exemple, une volonté de faire des ateliers pédagogiques d'éducation à l'environnement. Inversement, on peut avoir une fondation qui est également une partie coopérative. Il faut bien séparer la structure de tel et tel bâtiment, bien évidemment. Pourquoi? Parce que la fondation, elle fera du social, elle fera de l'hébergement solidaire pour des personnes en difficulté, alors que la coopérative permettra des rentrées financières, comme je l'ai expliqué. Charlotte? Et donc, vous voyez, donc, avec toutes ces différentes facettes qui sont possibles pour l'habitat groupé, que ce n'est pas toujours non plus facile de s'y retrouver pour construire son projet. Alors ici, il y a un schéma qui reprend les grandes étapes justement pour arriver un petit peu à structurer tout ça. On ne va pas revenir en détail dessus, le but n'est pas de lire chaque case précisément, mais de revenir sur quelques éléments de réussite.
par exemple, une phase très importante qui peut avoir lieu en amont du projet, mais surtout tout au long de sa construction, c'est la phase d'observation. Donc, allez voir d'autres projets d'habitat groupé qui correspondent à vos idéaux, à vos envies, pour voir ce qui a réussi, éviter les écueils éventuellement à ne pas reproduire, donc ne pas hésiter vraiment à s'inspirer d'autres projets. Et cela va vous permettre aussi donc de voir quel partenariat aussi créer. Donc ne pas hésiter non plus à travailler de manière conjointe avec des associations, avec d'autres pouvoirs publics éventuellement. Donc voilà, ne pas se sentir seul dans la constitution du projet au sein du groupe. On peut passer donc à la slide suivante, juste pour montrer donc, voilà, ces différentes étapes. Elles ne sont pas non plus obligatoirement linéaires comme ceci, donc il peut y avoir des allées et venues, bien entendu. Donc pour voir donc, où vous allez localiser votre projet, quels vont être les choix architecturaux qui correspondent à votre projet, à votre public cible et à ce que vous voulez vivre ensemble. Il va y avoir aussi donc toutes des questions juridiques et financières à se poser. Au niveau des aspects juridiques, Thierry a cité les formes précédemment. Et ici, je veux juste aussi mentionner qu'en termes d'urbanisme, vous devrez aussi penser à certaines questions. Donc, si il va y avoir une division du logement, il va être nécessaire d'introduire des permis d'urbanisme auprès des pouvoirs communaux et de tenir compte donc des règles qui sont différentes en région bruxelloise et en région wallonne, et tenir compte aussi des délais d'obtention de certains permis dans certains cas. Et tout au long du projet, donc la gestion du groupe est toujours présente. Donc on en a parlé en début de séminaire, avec des outils qui sont donc la charte et qui reprennent vraiment les principes de fonctionnement, d'entrée, de sortie, etc. du groupe. Donc qui sont vraiment des éléments centraux auxquels se retrouver en temps de questions. Et donc le ROI aussi, et ne pas hésiter non plus à mettre en place toute une série d'activités en commun qui garantissent la cohésion du groupe tout le long du projet. Au niveau donc de nos missions, en tant que pôle ressources d'habitat groupé, donc on offre plusieurs soutiens. On offre des formations, des séminaires, des colloques, comme le séminaire ici en ligne. On offre des accompagnements de collectifs et surtout aussi, donc, on en a parlé en introduction du séminaire, donc des salons annuels, un en région wallonne, un en région bruxelloise, donc normalement donc, le prochain étant à la fin de cette année 2020 en région wallonne. Il y a aussi donc toutes des petites annonces qui sont sur le site web, donc toujours habitat-groupe.be, que vous pouvez aller consulter. Donc c'est une plateforme ouverte où vous pouvez aller déposer vous-même votre petite annonce pour soit chercher de nouveaux membres dans votre groupe, soit chercher un lieu qui correspond à vos envies. Donc ces petites annonces sont triées par localité ou par province. Vous pouvez faire une recherche à ce niveau-là et par typologie d'habitat groupé, et elles sont classées aussi donc par ordre chronologique. En tout cas, comme l'a dit Pascal encore une fois en introduction, l'habitat groupé est une réalité. On dénombre pas moins de 250 à 300 projets en région wallonne qui se développent, donc c'est en plein boom, pour une centaine de projets en région bruxelloise, et tout ceci en plus en ne comptant pas encore toutes les colocations qui sont une forme aussi très régulière d'habitat groupé. Un point quand même qu'on souhaitait vous mentionner, c'est le fait que malgré tout, tous les projets non plus n'aboutissent pas, donc c'est quand même important de le savoir. Il y a des groupes qui se constituent et qui démarrent l'envie d'un projet, mais finalement, le projet ne voit pas toujours le jour. Donc, c'est une question aussi de longueur dans la constitution du projet. Donc là, je laisse la main à Thierry pour faire un petit mot là-dessus. Oui, alors, on en discutera sans doute au cours du débat. Vous avez peut-être parmi vous certains qui ont déjà des projets concrets. Vous avez sûrement des amis qui ont tenté l'expérience qui peut-être n'a pas abouti. Est-ce que c'est un échec pour autant? Non. Non, parce que pas mal, d'abord, certaines personnes se rendent compte que finalement, et c'est tant mieux, le mode de vie très collectif ne leur convient pas, alors que ça a pu les intéresser à un moment. Donc, quelque part, tant mieux s'ils peuvent se retirer d'un projet avant de s'être lancés dedans, parce que c'est évidemment plus difficile de partir une fois qu'on est dedans. Mais
Alors, il y a des projets parce que le terrain a été acheté par un promoteur immobilier qui a pris le groupe de vitesse. Ben, ce n'est pas grave. Certaines personnes vont se retrouver dans d'autres projets qui n'est peut-être pas le projet qu'ils avaient prévu différent. Et donc, tout ça explique qu'il faut du temps. C'est sûr qu'on n'est pas dans le mode d'acheter un clé sur porte, une maison clé sur porte. Et donc, il ne faut pas minimiser ce facteur temps, parce que ça veut dire que entre le moment où vous allez trouver le terrain et le moment où vous allez rentrer dans les lieux, pour autant que ce soit de la construction ou même de la rénovation, il faut compter plutôt 3, 4, voire 5 ans, et parfois plus, avant d'être dedans, alors qu'avec une clé sur porte, avec un peu de chance, en 6 mois, vous rentrez dans les lieux. Ce qui fait que l'habitat groupé, et ça c'est important de le préciser, n'est pas nécessairement moins cher que de l'habitat individuel. Pourquoi? Parce que si vous êtes locataire, vous avez acheté un terrain, vous avez sans doute dû faire un emprunt hypothécaire. Dès lors que vous avez fait un emprunt, dès le premier mois, vous devez commencer à rembourser les intérêts de l'emprunt. Mais en même temps, vous continuez à payer votre loyer de l'autre côté. Et donc, ce que j'appelle la double traite d'un point de vue financier fait, outre les espaces collectifs qui coûtent évidemment de l'argent, mais même en dehors des espaces collectifs, le fait, cette importance du délai entre le moment où on se décide et le moment où on rentre dans les lieux fait que souvent il n'est pas moins cher, voire souvent même plus cher de rentrer dans un habitat groupé. Alors, je terminerai ce petit éventail sur 3 catégories de monteurs de projets. Comme vous l'avez compris, en Belgique, et c'est très spécifique à la Belgique, la situation n'est pas du tout la même en France ou en Suisse, pour prendre des pays francophones. 80% des habitats groupés aujourd'hui correspondent à la colonne de gauche. C'est donc des familles, des ménages qui sont rencontrés à un moment et qui ont décidé de monter en autopromotion un projet collectif. Okay. Alors, les 2 colonnes du milieu et de droite, c'est des tendances plus récentes qui ont une quinzaine d'années pour celle du milieu et à peine 2 ou 3 ans pour celle de droite. La colonne du milieu, c'est quoi? C'est des ASBL souvent ou des organismes, des maisons d'accueil, des organismes d'insertion sociale qui décident soit de construire ou d'aménager, soit de prendre en gestion auprès de propriétaires privés des habitats en vue d'y loger des personnes en difficulté sociale. On est bien là dans le cadre d'un habitat groupé solidaire où certains mettent à disposition de personnes en difficulté ce type de projet. Alors, la partie à droite, c'est les pouvoirs publics, les communes, les CPS, mais aussi les agences immobilières sociales ou d'autres parapublics qui commencent à réfléchir à l'intérêt de monter des projets en partenariat avec le monde associatif ou l'autre. C'est surtout dans les grandes villes, Liège, Charleroi ont des projets intéressants à ce niveau-là d'habitat groupé de type solidaire. On y passera peut-être lors du débat. Alors j'en viens maintenant à la définition en tant que telle que Charlotte a passé très rapidement en revue. J'en ai mis en gras les quelques points. Après le premier, sur le survol qu'on vient de faire, vous avez compris que l'habitat groupé est avant tout un habitat participatif. D'ailleurs, les Français, en France, on parle d'habitat participatif plutôt qu'habitat groupé, c'est sans doute plus précis. Il y a bien sûr une dimension volontariste, une gestion concertée et collective des espaces collectifs, en plus des espaces privatifs. Et donc, la fonction sociale de l'habitat, même pour des familles qui n'ont pas spécialement de vocation de faire du social, elle est hyper importante. Il faut qu'il y ait au moins un projet commun, hein, vous l'avez compris, Charlotte en a insisté là-dessus, et derrière ce projet, il y a bien évidemment des valeurs communes. Alors, l'habitat groupé, il n'est repris dans aucun texte. Il n'y a pas de disposition légale. Par contre, l'habitat solidaire, lui, il est maintenant inclus dans les codes du logement. Pourquoi? Parce que l'habitat solidaire est donc une forme d'habitat groupé spécifique, caractéristique par, il y a au moins un ménage, mais souvent beaucoup plus qu'un ménage, parfois c'est la totalité de l'habitat groupé, qui sont des personnes en situation de précarité sociale. Donc là, il est évident là que la valeur de solidarité est absolument essentielle. Je dirais que c'est elle qui forme l'ADN de l'habitat solidaire,
et du projet de vie collectif. Donc, la concrétisation se réalise de manière informelle entre les habitants, parfois, mais parfois aussi de manière formelle via une contractualisation donc, entre l'ASBL qui gère l'habitat, voire le propriétaire qui n'est pas nécessairement l'ASBL, l'organisme de gestion et le public qui rentre. Tout ça étant concrétisé par un accompagnement individuel d'assistants sociaux, travailleurs sociaux, etc. Attention que donc l'habitat solidaire est bien inclus dans les deux codes du logement, mais que les critères de détermination de ce qu'est la précarité sociale ne sont pas les mêmes. Nous, on a beaucoup réfléchi là-dessus. Donc, ce que vous avez là, c'est la définition que nous en avons fait et qui, peu ou prou, est assez proche de celle qui se retrouve dans les deux codes du logement wallon et bruxellois, à quelques nuances près. Le temps me manque pour expliquer ça en détail. Et donc, derrière cette dimension groupée et solidaire, il y a évidemment toute une série de dimensions propres à l'habitat groupé qu'il est important de ne jamais oublier. La dimension urbanistique, ça va de soi, et architecturale, puisqu'on a un certain nombre de bâtiments regroupés ensemble sur un territoire. Il y a une dimension spatiale, parce que comment va-t-on articuler les espaces individuels et les espaces collectifs? C'est tout un travail de réflexion que l'architecte doit mener, ça ne va pas de soi. Donc là, choisissez bien votre architecte, évidemment. Il y en a une série qui s'intéresse à cette dynamique et qui réfléchit sur comment préserver des espaces collectifs, mais qui permettent quand même de ne pas être noyé dans le collectif, c'est-à-dire de pouvoir garder pour soi des espaces de confinement. On est en plein confinement, vous le savez, mais c'est super important dans un habitat groupé d'avoir des espaces de retrait sur son cocon, sa famille. Il y a une dimension volontariste, ça va de soi, puisque vous allez vous-même choisir qui seront vos futurs voisins. Donc, vous allez vous coopter et vous allez surtout proposer un programme d'activité et un programme, un objectif à développer ensemble. La dimension participative, Charlotte en a parlé, donc je ne reviens pas dessus, c'est autour d'un projet commun avec des valeurs partagées et cette question de la solidarité qui est vraiment le ciment du lien social, même quand on n'est pas dans un habitat groupé spécifiquement à dimension solidaire précaire. L'autogestion, c'est important. Dans un habitat, dans un immeuble à appartements, vous avez de plus de 20 appartements, vous avez un syndic d'immeuble qui gère tout ce qui est collectif, les tâches en commun, hein, l'entretien des communs, etc. Ici, dans un habitat groupé, il faudra bien que ce soit les habitants qui prennent ça en charge, prennent le taureau par les cornes et qui se répartissent entre eux les tâches à partager. Enfin, la dimension sociale, je ne reviens pas dessus, vous avez compris qu'elle est très souvent présente, même dans des habitats groupés non directement solidaires. Quand cet aspect social passe à un public en situation de précarité, alors là, on parle spécifiquement d'habitat groupé solidaire. Charlotte, je t'en prie. Donc, on va terminer en revenant sur les enjeux, donc les points d'attention qui sont adressés par l'habitat groupé. On en a beaucoup parlé, ça fait vraiment du sens à nouveau, hein, le fait que l'habitat groupé permette un renforcement de la cohésion sociale et une lutte contre l'isolement, donc une rupture de l'isolement. Et également une certaine forme de mixité entre les résidents de l'habitat. On a parlé aussi de la possibilité d'une diminution des coûts, qui est aussi remise en question. Ce n'est pas toujours le cas, ça dépend de l'investissement aussi supplémentaire en termes d'espace collectif. Donc voilà, donc là, il y a toute une série d'enjeux qui sont adressés par l'habitat groupé. Il y a aussi des enjeux typiquement urbains. Donc on le connaît, l'augmentation de la densité de la population en milieu urbain. L'habitat groupé permet aussi donc d'offrir une réponse à cet enjeu de densité. L'isolement, donc je l'ai dit encore précédemment, et pas uniquement des personnes âgées, ça peut être aussi l'isolement de d'autres personnes qui ne sont pas intégrées dans des formes d'habitat. Aussi, ça permet de fournir une réponse au contexte multiculturel des villes avec l'intégration de ces personnes. Ça permet aussi de fournir une réponse en termes d'hausse des loyers. Là, on pense particulièrement à la colocation, par exemple, où donc il y a une diminution du loyer
par personne qui, après, partagent des espaces en commun, donc typiquement la cuisine et le salon, par exemple. Et ça permet aussi donc de se retrouver autour de projets collectifs s'il y a des désirs et des envies qui sont communes. Donc ça peut être des projets d'agriculture urbaine, des potagers collectifs, d'autres projets socio-économiques, par exemple avec un espace dédié à l'activité professionnelle des personnes habitant dans l'habitat, qui peuvent partager une même profession. Et on peut aussi retrouver des collectifs d'artistes, par exemple, où aussi donc, des espaces de production sont mis en commun et d'autres matériels. Voilà, nous sommes quasi au bout. Ceci est ma dernière image. À travers ce que Charlotte vient de vous dire et moi dans les dias précédents, vous avez compris que l'habitat groupé répond non seulement à toute une série de souhaits, mais aussi à toute une série d'enjeux. Alors, on a regroupé un peu arbitrairement ces enjeux en 4 grandes catégories: le social, l'économique, le culturel et l'environnemental. Mais l'habitat groupé n'est jamais une formule qui répond à une seule de ces structures. Vous avez souvent des projets hybrides. Par exemple, quand des jeunes rachètent une ferme et transforment la grange en lieu culturel, qui plus est ouvert sur le quartier, qui a un partenariat qui est passé avec la commune ou le centre culturel local, ben, on est à la fois dans du culturel, mais on est bien sûr dans du social, puisque les habitants du quartier peuvent y aller. Et il y a quand même des activités qui peuvent éventuellement rapporter un peu d'argent. Donc, il y a une dimension économique. Quand dans la même ferme, on décide à la fois de faire de la permaculture ou du maraîchage bio, on est bien sûr dans une dimension d'exploitation économique, puisque ça va permettre de rapporter des sous à la coopérative ou à la collectivité, mais une dimension environnementale, développement durable, ça va de soi, mais aussi dans une dimension sociale, parce que beaucoup de ces projets souhaitent compléter l'aspect agricole par des ateliers pédagogiques ou d'initiation à la permaculture, par exemple, ou d'hypothérapie pour de jeunes personnes, de jeunes handicapés. Voilà, je terminerai par cette phrase que je dis souvent aux personnes qui viennent me voir ou qui viennent voir Charlotte à Bruxelles, puisque maintenant la suite c'est vos projets. Vous avez compris qu'il n'y a pas une formule idéale. Il y a 36 formules possibles, mais c'est la précision de votre projet qui permettra, votre projet, d'abord vous personnellement, et puis avec vos futurs voisins, de trouver la solution la plus adéquate et la plus durable. Je vous remercie et donc juste je termine par cette image qui vous permet, on a montré quelques images au cours de la présentation du site habitat-groupe.be qui est donc vraiment celui qui centralise un peu comme banque de données, forum d'information, etc., tout ce qu'il y a sur l'habitat groupé. Mais vous avez sur notre site de notre association mère, Habitat Participation, toute une série aussi comment dire, de décisions, enfin de descriptions, de citations qui permettront d'enrichir votre connaissance du sujet. Voilà, merci à Charlotte, merci merci à mes 2 collègues Aline et Maxime à qui je passe la parole et qui vont donc maintenant gérer le débat. Alors, bonjour à tous. Merci à Thierry et à Charlotte pour cette belle présentation. Et merci aussi à vous pour tout votre enthousiasme pour ce webinaire. Alors, vous nous aviez déjà posé quelques questions à l'avance. Certaines de vos questions ont déjà trouvé des réponses pendant la présentation. On peut l'espérer en tout cas. Pour des questions vraiment très spécifiques que vous avez posées à l'avance par écrit sur des terrains qui existeraient près de chez vous, des habitats groupés ou des projets spécifiques près de chez vous, on vous renvoie, comme Charlotte l'a expliqué dans sa présentation, à notre site web habitat-groupe.be les petites annonces où vous pourriez aller voir et ou écrire. D'autres questions très spécifiques comme des questions sur le financier ou l'urbanisme font l'objet d'autres séminaires, notamment des webinaires dans ce cycle-là, mais aussi des séminaires et des formations qui vont encore suivre. Donc, on vous renvoie
vers ces sources-là aussi. On ne va pas pouvoir tout répondre aujourd'hui. Et alors, parmi les questions que vous avez envoyées par écrit, on s'est déjà permis de faire une petite sélection à l'avance de manière un peu arbitraire pour nos intervenants. Donc, je vais vous en lancer une. La première, c'est une question qui nous vient de Berne, en Suisse. J'espère que la personne Isabelle qui l'a envoyée est parmi nous, mais je ne sais pas. Elle a demandé: peut-on vivre après la retraite en habitat groupé pour ces vieux jours? À vous, Charlotte ou Thierry. Tu y vas, j'y vais. Ouais, j'y vais, mais n'hésite pas, hein, Charlotte, si tu veux compléter sur une situation spécifique à Bruxelles. Bon, vous avez vu peut-être dans les définitions qu'on a passées tout à l'heure, il y avait habitat intergénérationnel, habitat kangourou. C'est notamment des formes d'habitat qui offrent des possibilités pour les personnes âgées de mélanger leur mode de vie avec en général des plus jeunes. Comme je l'ai dit, il y a un grand succès maintenant des formules d'habitat groupé auprès des personnes âgées. Alors certains souhaitent créer des habitats entre eux. Pas plus tard que ce matin, avec mes collègues Laurence et Maxime, on avait justement un débat sur un gros projet d'écoquartier où certaines des personnes âgées souhaitent rester dans un bâtiment entre eux, et puis d'autres souhaitent être mélangées avec des familles et des plus jeunes. L'intergénérationnel ne va pas de soi. Il faut bien se rendre compte que ça pose toute une série de questions, d'abord de nuisances, de bruit, les enfants qui font du bruit quand les personnes âgées, etc. Enfin voilà, il y a des questions de calme, des questions de rythme de vie qui sont pas évidentes. En même temps, c'est une opportunité évidente pour de plus en plus de propriétaires de grandes maisons qui se retrouvent, une fois que les enfants sont partis, ont quitté le nid, comme on dit, avec une grande maison, avec toutes des chambres inoccupées. Et puis, voilà, monsieur ou madame a un problème à la hanche, elle a des difficultés à aller faire ses grosses courses, comme on dit, au Colruyt ou de l'Est du coin. Héberger chez soi dans une chambre à l'étage un jeune, ou un moins jeune d'ailleurs, ou une maman avec enfant, par exemple, une maman solo, c'est une forme d'habitat qui permet de répondre à la fois aux besoins de la personne âgée, mais aussi à une forme de lien social, puisque finalement, ce que les personnes âgées souhaitent le plus, et la crise du Covid-19 ne fait que le prouver encore davantage, c'est de sortir de l'isolement dans lequel on tend à les maintenir. Vous connaissez peut-être la formule de Un toit, deux âges, qui est une association qui permet à des personnes âgées d'héberger au-dessus de chez elles un étudiant. Alors, Un toit, deux âges ne fonctionne en binôme qu'avec des étudiants. Pourquoi? Parce que l'étudiant, il reste domicilié chez ses parents. Et donc, vous avez compris que derrière cette question, cette formule d'un toit, deux âges, ça permet à la personne âgée de garder non seulement la maîtrise sur la totalité de la destinée de sa maison, c'est des conventions d'occupation précaire, donc en général, l'étudiant n'y reste qu'un an. Fiscalement, il n'aura pas d'incidence. Les loyers ne sont pas taxés en Belgique, mais n'empêche que s'il y a un loyer, la personne âgée pourrait avoir un certain nombre de conséquences en termes de, par exemple, un prêt bancaire, le taux de prêt ou un prêt à tempérament, ou ce genre de choses, ou des primes rénovation qui pourraient diminuer, etc. Donc, il est important, dans la formule d'un toit, deux âges, que l'étudiant ne se domicilie pas. Mais il faut bien se rendre compte que dans ce duo, il y a aussi des gens qui souhaitent se domicilier. Et donc, nous essayons de développer des formules d'habitat intergénérationnel qui ne soient pas limitées qu'à des étudiants. Et alors, vous aurez compris que derrière tout le débat qu'on a maintenant, il y a un débat de type permis d'urbanisme. Est-ce que je divise ma maison en deux ou pas? Ça veut dire que je dois officiellement demander un permis, normalement. Et il y a quand même, mais ce n'est pas obligatoire, mais ça a une série de conséquences sur lesquelles je fais des séminaires spécifiques sur le sujet. Et si cette question-là en particulier vous intéresse, je vous suggère d'être au 4e webinaire du 19 juin,
qui sera centré sur la question de la colocation, du copartage, avec ou sans permis. La formule est importante parce que le choix qu'on divise officiellement le bien ou pas va évidemment avoir des conséquences. Quelles conséquences? Sur le statut social des habitants. Qui dit absence de permis dit que le risque est que vous vous retrouviez tous dans un seul et même ménage sur le plan social. Donc bonjour les dégâts si vous êtes au chômage, si vous êtes personne âgée avec une petite pension, aussi si vous êtes sur la mutuelle. Donc ce sont tous des éléments qu'il est essentiel de garder en tête par rapport à cette question. Voilà, je ne sais pas si Charlotte veut rajouter un nouveau mot ou cette question. Mais donc oui, la question, c'est est-ce que c'est possible de vivre après pour sa retraite en habitat intergénérationnel? C'est sûr. Ça vous permet donc d'avoir plus d'intégration sociale. Il y a plein de projets qui existent aussi bien en région wallonne qu'à Bruxelles. Donc, on peut faire attention, donc, comme Thierry l'a dit, donc, au niveau des revenus de remplacement, donc des revenus de pension, de voir éventuellement l'impact que ça peut avoir si vous êtes domiciliés ensemble. Très bien. Merci Charlotte et Thierry pour la réponse. Donc, pour info, juste Laurence qui est normalement là aussi, ma collègue et moi, on organise en septembre un cycle sur l'habitat intergénérationnel. Les informations sortiront sur notre site, mais c'est juste pour information si ça vous intéresse. Il nous reste à peu près 30 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions, hein, je les note au fur et à mesure et on en sélectionnera pour les poser. Alors, la prochaine question vient de Laure qui pose la question sur la gestion de groupe. Comment se mettre d'accord sur le projet collectif? Comment anticiper au mieux les futures tensions, les sorties et entrées dans le groupe? Je peux y aller si tu veux, Thierry? Oui, vas-y. On a déjà abordé cette question-là. Donc, évidemment, donc, c'est le groupe qui va devoir choisir donc, ses principes de fonctionnement en amont. Donc, juste dire que il est plus facile, évidemment, de réfléchir à toutes les éventualités quand le groupe est toujours bien à une bonne cohérence. Donc, des tensions, il va y en avoir à un moment donné. Elles ne sont pas spécialement négatives. Ça montre aussi les points de divergence qui sont à résoudre. Donc, ne pas hésiter non plus à utiliser les outils mentionnés, donc de communication non violente, pour voir quelles sont les divergences dans le groupe, pour pouvoir les solutionner et les surmonter. Et donc, revenir aussi à la charte des valeurs communes, les principes qui ont été décidés ensemble, pour voir comment gérer le groupe. Voilà, donc là, c'est des éléments qu'on avait déjà donnés en présentation. Est-ce que tu veux compléter, Thierry? Oui, la question de la charte, vous l'avez compris, que c'est elle qui va permettre comment dire, de souder le groupe autour de valeurs communes et d'un projet commun. Petite suggestion que certains habitats groupés suivent, c'est d'annexer la charte à l'acte devant notaire. Pourquoi? Parce après, il faut, évidemment, c'est tout un travail du notaire de transformer des valeurs de type démocratie, partage, des mots très généraux, en termes qui ont une valeur juridique. Ce n'est pas nous qui le faisons, hein. Ça, c'est en général le notaire. Mais ça peut être utile parce que ça donne du coup à la charte une valeur. Si à un moment, il y a une dérive de l'habitat groupé qui peut avoir des conflits, ce qui arrive quand même assez régulièrement, c'est important de pouvoir revenir aux fondamentaux. Si en plus la charte a une valeur juridique, vous comprenez que c'est d'autant plus important. Alors la deuxième partie de la question qui a été posée, c'était sortir, entrer dans un habitat groupé. C'est vrai que souvent, on pense la durée de vie avec les personnes qu'on partage, et beaucoup de gens oublient que un habitat groupé, ça vit, et qu'après 15, 20 ans, 30 ans, ce ne seront plus nécessairement les mêmes qui seront dedans. Et donc, quand vous êtes dans un système de copropriété, vous pouvez prévoir ce qu'on appelle en droit le droit de préemption. C'est un droit de priorité qui permet aux voisins de l'habitat groupé d'avoir une espèce de priorité sur le rachat de la maison de la voisine, de la maison voisine, le jour où les gens décideront de partir. Ok, c'est une petite astuce. Est-ce que le droit de préemption règle tout? Évidemment, non, parce que si vous êtes dans un quartier dont les prix de l'immobilier ont flambé,
la famille qui décidera de revendre, elle revendra au prix de l'immobilier. Ça veut dire que la famille qui va remplacer, qui va racheter, qui va se substituer à celle qui part, bien sûr, elle sera présentée. Il y aura, bien sûr, vous allez vous-même organiser des rencontres avec les futurs cohabitants. Est-ce que pour autant, vous aurez la possibilité de dire non, ces gens-là, je ne le souhaite pas? Dans une certaine mesure, oui, vous pourriez dire on n'aime pas trop cette famille que vous nous avez présentée parce qu'on ne la sent pas trop dans le feeling et les valeurs partagées, mais vous n'allez pas pouvoir vous opposer complètement. Dans une copropriété, chacun reste, et c'est sans doute très bien, reste maître chez soi et peut vendre au prix qu'il le souhaite. Et donc, ça veut dire que c'est aussi donc un lien avec le juridique. Il va de soi que si vous êtes dans un système de coopérative ou encore plus dans une fondation ou une SBL, là, le lien entre les familles est évidemment beaucoup plus fort parce qu'en fait, vous êtes détenteur de parts de coopérative que donc vous revendez à une autre famille qui va vous remplacer. Là, on est dans un système complètement différent. C'est une société. Et donc, au sein de la société, c'est comme si c'était des coopérateurs qui s'en vont et qui sont remplacés par d'autres. Je ne rentre pas dans les détails de type juridique, mais c'est vraiment important. Oui, voilà, j'ai terminé là-dessus. Je ne sais pas si on prend encore une ou deux questions écrites ou on passe à l'oral. Aline ou Maxime? Alors, oui. Alors, Maxime va vous proposer quelques questions qui ont été proposées ici par le chat et puis on repassera aux questions écrites par la suite. Allez, je reprends la main alors, vu qu'il y a quand même une série de questions qui ont été posées en live. Pour les personnes qui ont posé leurs questions à l'écrit en amont, comme Pascal l'a dit, vous pouvez encore les adresser par la suite par email. On essaiera de vous revenir. Ici, une première question de Jonathan. Pascal a déjà été assez actif dans le chat, mais ça vaut peut-être parfois un peu la peine de retaper un coup sur le clou. La question montre qu'effectivement, il y a la réflexion en amont sur le début, mais ici, quid à la fin? Et donc, la question, c'est comment est-ce que ça se passe quand une personne quitte l'habitat groupé et souhaite vendre sa partie? Comment est-ce qu'on va prendre en compte la valeur de l'espace commun? Voilà, je me tourne vers Thierry. Donc, l'espace commun, si vous êtes dans un système de copropriété classique, vous allez sans doute devoir faire un emprunt hypothécaire auprès de la banque. Je dis tout de suite que c'est une petite parenthèse, mais que si vous souhaitez faire un emprunt auprès d'une banque publique, c'est quoi les banques publiques? C'est les banques sociales comme le Fonds du logement des familles nombreuses en Wallonie ou le Fonds du logement tout court à Bruxelles ou la Société wallonne de crédit social. Ce n'est pas évident d'obtenir un emprunt avec un espace collectif. Ils sont assez réticents à ça. Par contre, la plupart des banques traditionnelles, banques privées traditionnelles, vont évidemment négocier votre emprunt. Il ne faut pas que l'espace collectif soit trop important dans la partie de l'emprunt. Sinon, évidemment, la banque va être très réticente. Donc, il y a derrière ça toute une question sur comment va-t-on ensemble financer le collectif. Et il faut qu'une bonne part ne relève pas de l'emprunt hypothécaire des familles. Vous l'avez compris. Alors, effectivement, le jour où on sort, on vend sa maison, au prix, en copropriété, vous le revendez au plus offrant. La seule possibilité de limitation, c'est le droit de préemption. Mais le droit de préemption en Belgique, ce n'est pas le cas dans d'autres pays, ne permet pas de contester le prix auquel la famille vend. Donc, si elle vend 3 fois le prix que de la valeur, ça risque de créer un déséquilibre effectivement entre une famille tout d'un coup beaucoup plus fortunée qui va arriver au sein de familles peut-être plus modestes sur le plan financier. Est-ce un problème? Oui, dans une certaine mesure, il faut bien sûr envisager ça dès le départ et essayer de trouver des garde-fous pour qu'effectivement la partie collective qui va prendre de la valeur, parce que ça pourrait être une salle que vous allez rénover, ça peut être un jardin partagé, etc., celle-là sera au prorata, un pourcentage dans la part de revente. C'est bien évidemment, comme ça, vous m'avez compris,
qu'une société de type coopérative, les choses sont vues complètement différemment, puisque là, tant les espaces privatifs que les espaces collectifs sont calculés en termes de valeur de part. C'est la valeur des parts pouvant elle-même évoluer en fonction de l'évolution de la valeur du bien, mais elle évolue pour tout le monde. Elle n'évolue pas que pour la famille qui revend, elle évolue aussi à la hausse, très souvent à la hausse, pour les familles qui restent. Et donc, tout le monde est gagnant dans ce système. Maxime, d'autres questions? Oui, ça y en a, et alors j'en profite pour vous inviter à être indulgent. On doit évidemment faire une sélection, et a priori, le webinaire va prendre fin dans 25 minutes. Une question très pratico-pratique. Sorry Charlotte, mais je me tourne encore vers Thierry qui a été amené à traiter pas mal cette matière, la question des habitats légers. Et JF, peut-être Jean-François, Jean-Frédéric, je ne sais pas, qui demande si on dispose, en tant qu'habitat et participation, d'une liste de communes qui ont indiqué être favorables à la question des écolieux et habitats légers. Je pense que tu as un avis là-dessus et une opinion. Oui, alors donc, tant en matière d'habitat groupé qu'en matière d'habitat léger, il y a 262 communes wallonnes et 19 communes bruxelloises. Vous le savez ou ne le savez pas, mais les questions d'urbanisme, puisqu'il y a des questions de code du logement, ça c'est régional, mais les questions urbanistiques, c'est des compétences communales. Nous ne connaissons évidemment pas la position des 262 communes wallonnes, c'est impossible. On sait bien, pour revenir sur l'habitat léger, que certaines communes sont plus favorables que d'autres. Mais on ne souhaite pas faire trop la promotion, parce que sinon on risquerait d'arriver à une espèce de village, de réserve d'Indiens d'habitat léger dans certaines communes qui verraient tout d'un coup un afflux massif, etc. Or, l'idée, mais c'est un vaste sujet dans lequel je ne vais pas rentrer ici, parce que nous allons faire des séminaires avec mon collègue Vincent Wattier du RBDL sur des séminaires plus ou moins du même type que celui-ci. On aura peut-être un webinaire le prochain et je pense le 10 juillet sur l'habitat léger en particulier. Donc si cette question vous intéresse, notez déjà la date. Donc je ne vais pas rentrer trop dans la question de l'habitat léger ici, mais il est effectivement de plus en plus fréquent d'avoir des habitats légers groupés. Donc voilà, mais même pour l'habitat en dur, il est clair que l'attitude des collèges communaux est plus ou moins favorable, plus ou moins ouverte, plus ou moins réceptive, et que même certaines communes sont très, très demandeuses d'accueillir ce genre de formule en leur sein. Donc voilà, je pense que ça, je ne vais pas donc vous donner une liste, vous l'avez compris, mais nous pouvons bien évidemment, lors d'un rendez-vous que vous prendrez avec nos services au cas par cas, on pourra vous expliquer l'attitude, je dirais, la stratégie à développer vis-à-vis des collèges communaux qui peut varier d'un cas à l'autre. Super. Charlotte, je vais me tourner vers toi. Vu que c'est la partie que tu présentais, je vais faire le lien entre une question qui a été posée par Sandy avant les réunions et ici Robin qui réagissait par rapport à la constitution des groupes. Je vais te lire les deux questions. Nous avons formé un sous-groupe de 2-3 foyers et défini nos valeurs. Est-ce que vous recommandez d'encore augmenter le groupe avant de chercher activement un terrain et quels sont les canaux efficaces pour trouver de nouveaux membres? Et Robin ici qui se demandait par rapport à la charte et le ROI, est-ce que c'est indispensable? Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est absolument nécessaire? Voilà. Ok, ben, je commencerai d'emblée à dire qu'il n'y a pas toujours donc, une recette générale, donc on peut émettre des recommandations. C'est sûr en fait que le projet est toujours en constante évolution avant qu'il aboutisse. Donc c'est possible que les 2-3 foyers qui soient déjà ensemble souhaitent chercher un terrain, mais donc qui correspondent à leur nombre, ou qui cherchent un terrain qui pourra au final accueillir 4-5 ménages. Et donc après avoir trouvé ce terrain, on passe la promotion et recherche des groupes qui veulent
s'adjoindre, qui soient intéressés par la localisation, par ce que le groupe partage déjà, par le projet qui est en construction. Ou il y a d'autres personnes qui préfèrent commencer par d'abord finaliser le groupe et après trouver le terrain qui correspond à l'ensemble du groupe. Donc là, ça dépend vraiment en fait du fonctionnement de chaque groupe. Éventuellement aussi de la vitesse du temps dont ils disposent, s'ils veulent aller plus vite pour directement trouver le terrain ou d'abord attendre de constituer le groupe final en entier. Donc voilà, les deux sont possibles. Ça dépend vraiment de la dynamique qui est présente. Alors pour répondre à la seconde question sur les outils communiqués, donc qui sont la charte et le ROI, mais à nouveau, il n'y a rien d'obligatoire. Ce sont des recommandations et je dirais par avis que c'est mieux de le prévoir en avance justement avant qu'il y ait d'éventuelles difficultés, parce que c'est toujours plus compliqué quand il y a des conflits de se remettre d'accord et de revenir sur ce qui a été dit au départ. Donc c'est quand même toujours important de bien mettre par écrit toute l'évolution du projet pour s'y référer. À certains moments, on se sent peut-être moins à l'aise et où on s'en écarte un petit peu pour revenir un peu à l'essentiel. Donc, ce sera vraiment des garants de résolution de conflits ultérieurs, parce qu'il y aura peut-être des tensions à certains moments. Donc voilà, ne vraiment pas hésiter à l'utiliser parce que ça va vous éviter des écueils par la suite. Je vais juste ajouter une phrase, mais qui est importante par rapport à la première question. Pour rédiger votre charte, vos valeurs, c'est plus facile quand vous êtes un noyau de personnes, de 3, 4, 5 personnes au départ, que de le faire à 15. Et donc, c'est ce noyau de 3, 4, 5 personnes ou unités, hein, le ménage, ça peut être des familles, mais peu importe, qui vont déterminer l'essentiel des valeurs et du projet qui va être partagé. Ce qui n'empêche qu'évidemment, la charte, elle ne sera pas cadenassée de A à Z. On pourra toujours la modifier par la suite, enfin, jusqu'en tout cas au moment où vous rentrez dans les lieux, ou en tout cas au moment où vous achetez le terrain plutôt, ou le terrain ou le site, il sera toujours possible de la modifier en fonction de l'apport des personnes qui vont ajouter des éléments intéressants. Mais c'est mieux, c'est plus facile et ça donne plus de force de le faire au départ à 4-5 familles. Merci Thierry et Charlotte. Moi, je vois qu'il y a Valérie qui a posé une question de clarification par rapport à la thématique des habitats avec des personnes pensionnées de tout à l'heure. Donc, elle dit « Je ne vois rien concernant les pensionnés et la cohabitation. De quoi parlez-vous au juste ?» Donc, si l'un de vous deux pourrait clarifier un petit peu cette thématique. Alors, effectivement, Charlotte pourra peut-être citer quelques exemples à Bruxelles ou ailleurs, mais moi, je dirais juste que ça, c'est une question complexe. Je l'ai juste ébauché tout à l'heure avec ce que j'expliquais sur un toit deux âges et sur les formes que nous essayons de développer, où quand même on peut faire de l'intergénérationnel entre une personne âgée et une famille ou une personne seule plus jeune, ou des groupes de personnes âgées qui décident de vivre ensemble. Donc sur la contractualisation, il y a beaucoup de choses à dire, mais il faut être donc bien attentif à la question du statut social et des risques si on ne sépare pas, parce qu'en général, c'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est souvent une personne âgée qui est propriétaire d'une maison et qui décide d'accueillir en son sein, dans une partie de sa maison, quand elle se retrouve seule, suite au décès de son conjoint, ou enfin, voilà, quelles que soient les circonstances de la vie. Il y a évidemment toute une série de considérations sociales et de risques sur le statut social, mais aussi d'éléments de type juridique. Si vous êtes des locataires, vous utiliserez le bail de colocation. C'est un bail spécifique qui permet de louer à plusieurs, personnes âgées ou plus jeunes, à plusieurs un seul logement considéré comme en tout cas un seul sur le plan urbanistique. Je ne vais pas être plus long parce que expliquer tout ça, ça prend au moins une demi-heure. Et donc, je vous renvoie au webinaire numéro 4 qui se déroulera le 19 juin, où ces questions-là vont être
approfondie. Peut-être, Charlotte, tu peux peut-être citer l'autre exemple ou composante que tu connais sur Bruxelles. Ben oui, mais donc on peut citer l'exemple donc des maisons Abbeyfield où chaque personne donc conserve ses droits sociaux individuels. Voilà. Tout à fait. Les maisons Abbeyfield, effectivement, chacun a un petit appartement et puis un grand espace collectif, souvent dans un seul et même immeuble, grand espace collectif où des personnes. Je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à aller voir le site Abbeyfield, Abbeyfield Belgique, qui explique un petit peu tout le concept, puisqu'ils font de l'intergénérationnel troisième et quatrième âge, j'ai envie de dire, puisqu'on peut, Abbeyfield, c'est pour des personnes de plus de 55 ans. Mais à 55 ans, je pourrais moins rentrer dans une maison Abbeyfield, je peux vous dire qu'on est encore très actif. Voilà, encore d'autres questions? Oui, mais c'est bien, finalement, on respecte pas mal le timing. Moi, je reviens avec une question qui a été posée par Julie de Bruxelles, une question d'urbanisme plutôt pour toi, Thierry. Est-ce qu'on peut acheter un logement à diviser à plusieurs, mais sans avoir encore de permis? Alors, oui, c'était d'ailleurs une des questions que j'avais gardées comme, dans les questions écrites comme la cerise sur le gâteau. Donc, je suis content de voir qu'il y a aussi une personne qui la pose oralement. On a parlé des colocations, mais on peut aussi imaginer des co-acquisitions. Donc, de plus en plus, on a des gens qui, ensemble, achètent une maison. Mais quand je dis ensemble, ce sont des personnes qui, juridiquement, sont séparées, ou des ménages qui sont séparés, mais qui passent un seul et même acte d'achat. Donc, c'est comme si vous achetiez un appartement à deux personnes, mais qui n'ont pas de lien familial entre elles. Et donc, ça a évidemment toute une série de conséquences. Vous êtes donc copropriétaire d'un seul et même logement sur le plan urbanistique. En soi, rien d'impossible. C'est tout à fait légal. Après, comment vous allez le gérer? C'est vraiment là que la question est importante. Soit vous le divisez après l'avoir acheté. Et donc, si vous le divisez officiellement, il faut passer par un permis, ce qui veut dire toute une série de conséquences que je ne vais pas détailler, mais sur les principales étant le nombre de places de stationnement qui seront imposées hors voirie, donc hors trottoir et rue, sur l'espace privatif, mais aussi des considérations de pompiers, parce que si vous séparez une maison en deux, il est fort à parier que votre dossier pour obtenir votre permis va partir chez les pompiers. Et là, bonjour les dégâts, parce qu'on va vous imposer des portes coupe-feu, une cage d'escalier séparée, toute une série de considérations qui ne sont pas évidentes. Et donc, le fait d'acheter à plusieurs renforce, j'ai envie de dire, le fait de pouvoir justement éviter de passer par un permis de domaine. Il n'y a rien d'illégal, hein. Vous pouvez être très bien plusieurs ménages dans un seul logement sur le plan urbanistique, ce n'est pas illégal. Simplement, ça a des conséquences sur le statut social. Donc, le fait que vous avez acheté à plusieurs, mais qu'il est bien indiqué dans l'acte d'achat que vous êtes des ménages ou des personnes séparées, va renforcer votre capacité à prouver le jour où vous allez vous domicilier dans les lieux qu'en fait, vous êtes bien des ménages séparés et que donc vous souhaitez et vous désirez instamment garder votre statut isolé. Donc, je dirais que c'est vraiment un gros avantage. Très bien. Merci Thierry et Charlotte. Merci aussi, comme Pascal l'a déjà écrit dans le chat, à vous pour toutes vos questions. J'en ai encore une ici qui a été posée par Laurence, qui écrit « En attendant le montage du projet, est-il possible de faire un compte commun avec une épargne commune? Chacun pourrait reprendre ses billes en cas de désistement ou échec. Le but serait une réactivité lors d'une offre. » Thierry, je te laisse répondre avec ton expérience sur cette question. Oui, encore que c'est toi, Charlotte, qui a dans la dia très rapidement évoqué la question. Et donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, Charlotte en a dit que quelques mots lors du diaporama. Mais donc, effectivement, la question de la gestion financière est évidemment importante. Et pour faire bref, parce que c'est un chapitre aussi qui mériterait une demi-heure, il est utile
avant même d'acheter, de prévoir de prévoir un budget de réserve pour les investissements qui serviront aux espaces collectifs. Pourquoi? Parce que souvent, on a vu trop souvent le cas où, parce que le chantier prend du temps, il y a des dépassements de budget, l'entrepreneur, blablabla, vous connaissez, hein, c'est inévitable dans toute construction neuve. Et puis, in fine, on se retrouve avec 4-5 familles qui ont prévu, par exemple, de construire un magnifique espace collectif, petite salle ou une chambre d'amis ou une buanderie commune, peu importe le type d'espace collectif, mais il n'y a plus de sous. On a tout mis dans nos maisons individuelles. Et vous vous rendez bien compte que pour la dynamique sociale et participative d'un habitat groupé, de se rendre compte que, bah ouais, on avait fort envie de partager, ok, on est voisins, on s'entend bien, mais tout notre projet collectif qui passait dans tout ce qu'on a rêvé faire dans cette maison ensemble tombe à l'eau parce que simplement on n'a plus de sous pour le financer. C'est vraiment dommage. Et donc la manière de répondre à ça, c'est de bloquer, de geler mois par mois, en tout cas à partir du moment où vous avez acheté le terrain ou le bien, mais même peut-être déjà avant, de mettre en réserve, alors 100, 200 euros par mois, qui vont permettre d'avoir un pot commun qui servira aux investissements du collectif. Là, on parle d'investissements conséquents, hein, c'est évidemment pour des grosses dépenses. À côté de ça, nous suggérons d'avoir un fonds de roulement. Un fonds de roulement, c'est quoi? C'est un fonds qui va vous servir à acheter ce qui vous permettra d'organiser vos activités collectives. C'est par exemple acheter une bêche ou des semences pour le potager ou une brouette. Ça, ce n'est pas des investissements colossaux. C'est un fonds de roulement qui, lui, va servir tous les 3 mois ou tous les 6 mois ou une fois par an, qui va se vider petit à petit pour les dépenses communes du quotidien, j'ai envie de dire, et puis que vous allez, au fur et à mesure, réalimenter. C'est super, bon, on se rapproche doucement de la fin, en fait, encore 5 minutes. Et donc, les 2 dernières questions, je pense, pour clôturer. Une question pour toi, Charlotte. Donc, 2 questions de Robin, je vais les lire ensemble, groupées. Charlotte, quelle langue fonctionne le mieux pour créer un habitat groupé? Est-ce que ce serait plutôt à partir d'un projet, la construction d'un groupe ou alors d'un projet? Sachant que vous en avez parlé pendant la présentation, mais ça n'empêche pas de retaper une fois sur le clou. Et alors, Thierry, la question des aides du Fonds du logement en Wallonie. Voilà, je vous laisse répondre l'un après l'autre pour conclure. Okay. Mais il n'y a pas un meilleur angle, mais il va y avoir différents aspects qui vont changer selon si on commence d'abord par un groupe, par un lieu ou par un projet. Souvent, quand on est un groupe plus important, c'est parfois compliqué de trouver le lieu qui corresponde au groupe en termes de superficie, de différents aspects. Donc, c'est sûr que si on démarre par le lieu, par exemple, éventuellement, le projet va pouvoir aboutir plus vite. Si on démarre par le projet d'abord, vu que l'objectif initial est clair, on sait déjà vers où se diriger, ce qu'on va vouloir mettre en commun, ce qu'on va vouloir réaliser. Si on démarre par le groupe, ça permet peut-être d'avoir un temps plus long, mais de s'écouter, de voir ce que chacun désire, de se retrouver autour de ça, donc peut-être d'avoir une solidité, une cohésion sociale plus importante au sein des résidents qui seront amenés à habiter ensemble. Mais c'est sûr qu'après, il va falloir trouver le lieu qui corresponde à ce qu'ils ont imaginé en avance. Et donc, parfois, il va falloir faire des allers-retours entre ce qu'on désire et ce qui est possible. Donc, voilà, il va y avoir un temps qui va dépendre de ça. Mais il n'y a pas une formule générale pour tout le monde, comme on l'a dit en fin de séminaire. Ça dépend vraiment de vos envies, je dirais, saisir les opportunités qui s'offrent à vous et être toujours adaptatif, donc de pouvoir toujours changer, se réaligner et ne pas perdre de vue son objectif final. Est-ce que tu veux compléter, Thierry? Non, je pense que c'était clair. Alors, c'était clair et complet. Je vais répondre à la deuxième sur les aides. Donc,
je vais sortir du fonds du logement proprement dit et dire, et ça c'est tant à Bruxelles qu'en Wallonie, il n'y a pas de prime ou d'aide spécifique pour les habitats groupés. Donc ça, ne cherchez pas, il n'y en a pas. Il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas d'aide financière spécifique des pouvoirs publics, quels qu'ils soient, pour vous aider à financer votre habitat groupé. Ni en prêt, ni en prime. Évidemment, si vous êtes donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous rachetez une vieille ferme qui est pas du tout isolée, etc. Si vous êtes en copropriété, chacun va pouvoir faire ses propres travaux, en tout cas pour sa partie individuelle, et il pourra faire demander un prêt à taux zéro, enfin, il y a toutes 36 formules, et là, c'est variable entre la Wallonie et Bruxelles, un prêt à taux zéro ou un prêt remboursable sous conditions X et Y, etc. Je ne rentre pas dans les détails, pour rénover votre propre bien. Mais vous le ferez, voire en passant éventuellement même par un emprunt, hein, un prêt hypothécaire. À un moment, il y a eu en Wallonie les prêts énergie qui étaient des prêts sur 5 ans, qui étaient enregistrés devant un notaire, mais c'était chaque famille individuelle. Si vous êtes en copropriété, vous ne pourrez évidemment pas le faire sur le collectif. Et il sera bien difficile d'obtenir, voire impossible. Quand je dis impossible, je ne veux pas être radical, peut-être que auprès de certaines banques qui ont l'habitude de travailler avec cet esprit coopératif, je pense à Triodos, ou on peut l'espérer Newbie, dont certains d'entre vous ont entendu parler, s'ouvre à ce genre de choses. Mais c'est en tout cas, à ma connaissance, pas le cas actuellement. C'est-à-dire que tous les espaces collectifs de votre habitat groupé, ça, vous n'aurez pas de prime, enfin, ce sera très difficile d'avoir une prime énergie ou une prime acquisition ou prime quelle qu'elle soit. Vous allez devoir financer vous-même ces projets de rénovation. Si vous êtes de nouveau en société, c'est encore un des avantages d'une formule d'habitat groupé en société, que ce soit fondation coopérative ou ASBL, là c'est complètement différent. Ça veut dire que c'est la société qui fait l'emprunt hypothécaire. Et il arrive fréquemment que des banques prêtent à une coopérative. Triodos, pour ne pas la citer, on n'a pas du tout d'intérêt financier auprès de Triodos, mais nous savons pertinemment que c'est une banque qui accepte de faire des prêts aux coopératives, tant pour les espaces individuels que vous allez vivre, que pour les espaces mis en collectif. Alors, le fonds du logement, je ne rentre pas dans les conditions X et Y. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, si vous faites un emprunt hypothécaire traditionnel, c'est assez compliqué auprès des banques publiques. Donc, le fonds du logement a des taux d'intérêt plus faibles. Enfin, pour le moment, vous savez que les taux auprès des banques privées sont aussi très, très bas. Donc, ce n'est pas ça qui est intéressant auprès du fonds du logement en Wallonie ou à Bruxelles. C'est les conditions plus sociales et dans le prorata du pourcentage de prêt. Alors, je crois qu'une banque publique peut prêter jusqu'à 110 ou 115% de la valeur, en ce compris les frais de notaire. Ça a changé récemment, donc je ne veux pas être trop précis là-dedans. Alors qu'une banque privée, si vous n'avez pas minimum 25 à 30% en bas de laine que vous pouvez apporter, c'est compliqué d'avoir un emprunt auprès d'une banque privée. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Alors, remercier bien sûr tous les participants, ceux qui sont encore là et puis ceux qui nous ont quittés pour des raisons qui leur appartenaient. Je voudrais aussi énormément remercier mes 4 collègues, Thierry, Charlotte, Maxime et Aline, parce qu'en fait, ça n'a l'air de rien, mais c'est un exercice extrêmement compliqué parce que c'est un équilibre très difficile, surtout dans un temps aussi restreint, de devoir à la fois expliquer le quoi et le comment, de devoir à la fois faire rêver sur des valeurs et des projets et à la fois donner plein d'informations techniques et pragmatiques. Voilà, il me semble que le pari est réussi et donc bravo à tous les 4. Merci, nous sommes une équipe. Il y a d'ailleurs d'autres collègues qui sont aussi dans ce webinaire et qui seront aussi à votre disposition si vous nous contactez dans les jours qui viennent. Et je rappelle que tout ceci sera visible et donc vous pourrez revoir ça sur le site YouTube la semaine prochaine. Au revoir, merci.